Bonjour à tous, merci de suivre Acadie TV. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial. C'est un jeune Ivoirien qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il est coach en motivation, il est auteur de plusieurs livres sur la motivation. Bref, il est là, il va nous parler de son parcours, de son entreprise et de sa vie. Il s'appelle Abou Koné. Bonjour Abou Koné. Bonjour Christelle. Alors, comment on va? Super bien d'être en compagnie d'une charmante demoiselle comme Christelle. Ah, très honoré. Alors, Abou Koné, vous êtes un jeune Ivoirien. C'est ça. Vous vivez en Côte d'Ivoire. Je suis. Vous êtes auteur, vous êtes chef d'entreprise. Je suis. Alors, dites-nous un peu comment a débuté votre carrière de chef d'entreprise? Disons que ma carrière de chef d'entreprise a commencé précisément en juin 2016, où j'ai démissionné de mon entreprise de sécurité privée et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat où j'ai monté moi-même ma propre boîte aujourd'hui qui fonctionne ici à Abidjan. Et le nom de la boîte c'est First Class Security. D'accord. Et pourquoi on va quitter votre travail pour se lancer? Parce que, bon, voyez-vous, vous savez, quand on atteint un certain niveau dans la vie, il y a des choses qu'il faut comprendre. Par exemple, le profit rapporte plus que le salaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est-à-dire percevoir un salaire dans une entreprise ne vous rendra pas riche. Mais c'est avoir des profits d'une entreprise qui vous rendra riche. Le salaire, vous le percevez quand vous êtes employé. Les profits, vous les percevez quand vous êtes propriétaire. Et le propriétaire est plus riche que le salarié. Donc c'est pourquoi, à la suite des formations que nous dispensons aux gens, c'est le conseil que nous leur donnons. Et nous savons aussi que dans la vie, il faut être le message qu'on donne. Je ne peux pas aller encourager les gens à entreprendre et moi-même, je n'entreprends pas. C'est pourquoi je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat avec ma première entreprise. Beaucoup d'Ivoiriens disent je préfère travailler à mon propre compte que de travailler pour quelqu'un. Est-ce que c'est à cause de sous cet angle-là que vous êtes lancé? Non, pas vraiment. Moi, je ne dis pas je préfère travailler pour moi-même que pour quelqu'un. Non. En fait, moi, j'ai compris l'entrepreneuriat. Voilà. Et avec le niveau de vie que je souhaiterais atteindre dans au moins 5 ans, parce que je me suis fixé un objectif, il y a un niveau de vie que je dois atteindre dans 5 ans. Et pour atteindre ce niveau de vie, je pense que l'une des voies principales que je dois emprunter, c'est l'entrepreneuriat. Donc je travaille par rapport à mon objectif personnel, pas parce que je vais suivre une tendance générale. D'accord, mais votre niveau de vie précédent, il était quand même meilleur? Oui, il était meilleur, mais pas satisfaisant pour moi. Voilà, parce que, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise, vous travaillez avec combien de personnes? Disons que j'ai actuellement 10 personnes pour le personnel administratif et plus de 20 personnes pour le personnel opérationnel. Alors, voilà, comment vous définissez l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, bon, c'est une question assez large, mais d'abord je vais vous découper le mot. Entreprendre. Bon, entrepreneuriat vient du verbe entreprendre. Et entreprendre, quand vous découpez, vous avez entre et prendre. Non, entre et prendre. Entre. Et par besoin de la richesse et prendre ta part de la richesse. Ok. Vous voyez un peu. L'entrepreneuriat, c'est d'abord rentrer, comme j'ai dit, dans un domaine où vous avez une petite connaissance et reprenez votre richesse et sortez pour ça c'est bien. Voilà, c'est comme ça. Où vous avez une petite connaissance et reprenez votre richesse, essayez de satisfaire un besoin et vivez. Parce que là c'est l'erreur que certains jeunes font. Là c'est l'erreur que certains jeunes font. Ils entrent dans un domaine où ils n'ont pas de notion. Oui, ça c'est une erreur fatale. Et là, les résultats sont catastrophiques. Oui, oui, à ce niveau, en fait, moi je peux dire quoi. Voyez-vous, lorsque vous voulez entreprendre dans un domaine où vous n'avez pas assez de connaissances, demandez l'avis d'un expert ou faites-vous accompagner par quelqu'un qui maîtrise le domaine. Voilà. Ou bien vous maîtrisez le domaine. Moi, le domaine de la sécurité, c'est un domaine que je maîtrise parfaitement parce que j'ai travaillé avec un grand groupe, donc j'ai vu comment ça fonctionne, donc je sais comment une entreprise de sécurité privée fonctionne. Donc quand j'ai lancé la mienne, je connaissais déjà les stratégies. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de connaissance dans ce domaine, est obligé de se faire accompagner par des gens qui ont l'expérience dans le domaine. Sinon, si vous vous lancez seul en regardant seulement la richesse, vous allez vous casser la figure. Et c'est vrai que plusieurs commettent. Voilà. Et le nom de votre entreprise déjà, c'est First Class Security. Et vous êtes basé à Abidjan? Oui, nous sommes basés à Abidjan depuis.
Plateau de Pluie, non loin de la grande école architecte. D'accord. Donc, je veux dire, au départ, comment ça a été? Forcément, ça a été difficile parce que laisser son boulot où on a un revenu et puis se lancer dans un nouveau, je veux dire, dans un domaine où on n'a pas vraiment les idées en place. Bon, c'est vrai que je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais est-ce que vous aviez les moyens? Ou est-ce que vous avez été soutenu par la famille, par des amis? Est-ce que vous vous êtes fait coacher avant? Disons que non. Disons que non, je ne me suis pas fait coacher, je n'ai pas bénéficié du soutien de certaines personnes. Bon, en entrepreneuriat, il y a des choses que j'ai apprises sur le tas. Voyez-vous, quand vous déballez le business en entrepreneuriat, le business, il faut le développer en étapes. Voilà. Mais parfois, le que nous on commet, je veux peut-être lancer un business d'entreprise d'ordinateur. Tout de suite, je vais commencer à faire le local, ça me fait 10 millions. Et les ordinateurs me font donc, ok, j'ai besoin de 20 millions pour mon projet. Je n'ai pas de 20 millions, je ne fais pas le projet. C'est pas ça. Moi, au départ, j'ai commencé avec la stratégie. Je vais voir des entreprises, je vais voir tous mes services. Il y en a qui me demandent, mais est-ce que vous avez les moyens? Je vous dis oui, on a les moyens. Oui, on a les moyens. Est-ce que vous pensez que vous avez telle chose? Oui, il n'y a pas de problème. Ok, on va vous donner le marché, on va vous tester. Donc, quand je sais que j'ai le marché, les moyens qu'ils demandent, je m'arrange maintenant à les trouver et je viens. Donc, moi, j'appelle ça l'anticipation. Voilà, il faut savoir anticiper. Voilà, c'est les techniques. Mais le problème, c'est que nous, parfois, on se met des barrières. Je vais lancer un business de gaz, je n'ai pas de magasin, je n'ai pas encore de pub. Et pourtant, peut-être pour lancer mon business de gaz, je peux commencer par ce qu'on appelle l'épicentre du business. Je peux aller voir les gens du quartier qui leur disent, bon, désormais, je fais les business de gaz. C'est moi qui vais prendre toutes vos bouteilles de gaz et aller les charger pour vous. Je peux commencer par ça, mais je suis dans les états de mon business. Mais je n'attends pas pour dire, non, j'ai pas 5 millions d'euros automatiquement. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Au départ, il y en a qui me demandaient, mais est-ce que vous avez des voitures? Est-ce que vous avez des motards pour faire l'intervention? J'ai dit, ce n'est pas un problème. Vous avez quel type de marché pour nous? Le marché que vous nous avez, vous nous donnez le marché. Si on ne peut pas, on va dire, on ne peut pas. Vous voyez un peu? Voilà, donc il y avait la foi, il y avait le punch, et puis voilà, le reste, ça commence à venir. Ouais, mais il est forcément, c'est-à-dire, il y a eu un moment où vous avez voulu jeter l'éponge, non, ça va, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas, ça c'est plus la peine. Non, pas vraiment, parce que il y a des gens aujourd'hui qui me prennent pour leur modèle. J'ai rencontré beaucoup de personnes, quand ils me voient vraiment, on veut faire comme toi, donc ça fait que même quand j'arrive quelque part, et je me dis peut-être c'est difficile, quand je regarde derrière moi, et je vois les gens qui croient en moi, et je vois aussi ce que je peux faire, je me dis non, je n'ai pas le droit de dire non, je ne peux pas faire non. Chaque fois qu'il y a un souci, j'essaie de réfléchir pour trouver une solution pour avancer. Voilà. Je ne me mets jamais dans une position de dire il faut que je jette l'éponge, voilà, c'est difficile, non. Ça, j'ai dépassé ce stade. J'ai un mental de gagnant, vous voyez. Oui, voilà. Ça se voit. Donc, quelle a été la clé de votre réussite en greffe? La clé de ma réussite, d'abord, c'est ce que je vois, et puis d'abord, c'est les frustrations, voyez-vous. Parce que parfois, il arrive que dans la vie, tu peux aller approcher une tierce personne, peut-être qui a un plus que toi, je veux que tu m'aides à faire telle chose. Quand cette personne te néglige, ou bien te marginalise, tu as deux choix. Voilà, soit tu vas t'enfermer pour pleurer et dire que non, tu es la personne la plus malheureuse au monde, ou bien tu te mets au travail pour prouver à cette personne-là que là aussi tu peux arriver là. Voilà, donc moi, c'est un peu ce qui m'a propulsé. Voilà, les gens m'ont beaucoup frustré, les gens m'ont beaucoup fait mal, je me suis dit, j'ai plus le droit de me laisser faire à quoi que ce soit. Voilà, je décide d'atteindre un but, je me donne le moyen, j'avance. Je vais toujours faire ce que je veux, je ne laisse pas. Si je dis je vais faire telle chose, je vais le faire. Dernièrement, je viens de faire ma dédicace avec M. Dosongi, que vous connaissez. Dosongi connaît le président de la Banque Atlantique. Quand j'avais dit aux gens que moi, je vais faire ma dédicace avec le président de la Banque Atlantique, M. Dosongi, il y en a qui m'ont dit, mais tu te connais où? C'est vrai qu'il est du Nord, mais tu ne le connais même pas. Et puis c'est quelqu'un qui n'est pas attribué. Moi, je vais faire ma dédicace avec Dosongi. Donc je me suis assis, j'ai réfléchi, voir comment est-ce que je peux le toucher, quelles sont les personnes à qui je peux passer. C'est comme ça que j'ai mis mes stratégies, je suis assuré que je sois face à face avec M. Dosongi. Et quand j'étais là-bas, j'étais fier. Vous savez, quand c'est comme ça, tu respires, tu dis, ils ont dit que je ne pouvais pas. Voilà le monsieur qui est en face de moi. Et j'ai fait ma dédicace. Je dis que tout est là. Ce que vous pensez, donnez-vous les moyens, allez-y jusqu'au bout, ne laissez jamais. Vous allez avoir votre objectif. Le monde il fonctionne comme ça. La vie a peur d'être têtue en fait. D'accord. Quand vous êtes têtu, teigneux, la vie a peur de vous.
Ça tombe bien parce que là, c'est un instant de motivation. Vous êtes coach en motivation. Oui, ouais, mais ça sort en même temps. Consultant en développement personnel. Alors, qui vous motive? Moi, je me pose toujours la question. Vous motivez toujours, mais d'où est-ce que vous vous tirez cette motivation-là? Bon, moi, au niveau de la motivation, en fait, c'est quelque chose qui a commencé depuis le lycée. Voilà, je faisais la motivation sans savoir que c'était de la motivation. Parce qu'au lycée, généralement, quand j'avais des amis avec qui je bossais, donc quand ils sont abattus, je me rappelle une fois où j'avais une de mes amies, on a eu le bac blanc, je la coachais. Donc quand elle a eu le bac blanc, c'était une fille tellement belle que les gens dans l'école disaient que non, elle a eu le bac blanc avec l'aide de certains professeurs. Ah, c'est que les professeurs donc elle avait tellement mal qu'elle pleurait. Je lui ai dit non. Donc la motivation, c'est par là que c'est parti. Donc chaque fois maintenant que quelqu'un était abattu, quelqu'un avait besoin de motivation, on pensait à moi. Voyez-vous, donc bon, c'est comme ça, je me suis dit, bon, ok, donc après j'ai découvert que ce que je voulais c'était de la motivation. Donc, au niveau de la motivation, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi. Mais parfois vous êtes démotivé, qui vous motive? Non, quand je suis, bon, peut-être même quand je suis démotivé, c'est peut-être en quelques fractions de secondes. Wow. Oui, parce que quand je suis démotivé, je me dis, je suis démotivé par rapport à quoi? Ce problème, mais attends, réfléchis à d'autres solutions. Mais si je suis allé voir telle personne qui me dit non, je ne veux pas, oui, non. Au contraire, j'aime bien les je ne veux pas. Parce que dans mon dernier livre, j'en parle. Ceux qui vous frustrent dans la vie sont les plus grands bâtisseurs de votre vie. Retenez ça comme ça. Ceux qui vous frustrent dans votre vie sont les plus grands bâtisseurs de votre vie. Lionel Messi, on le connaît. Il a été atteint d'une maladie qui a fait qu'il n'avait pas la taille. Donc quand il a commencé son coach, lui disait, toi tu n'iras pas dans le football, tu es très pauvre. Tu es petit de taille, tu ne peux pas aller au football dans le football, arrête. Aujourd'hui, il est où? Voyez-vous? Quand vous prenez Thomas Edison, c'est la même chose. On lui a dit qu'il n'est pas intelligent. Toi, tu ne peux pas être intelligent. Il est parmi nous. Donc, il faut qu'on vous frustre pour que vous arrivez là où vous allez être. Voilà. Donc, au niveau de la motivation, je peux dire que c'est quelque chose vraiment qui est venu comme ça. Voilà. Je ne sais pas où c'est quitté, mais bon, voilà, c'est venu comme ça. Donc, ça fait que j'arrive toujours à, en tout cas, donner le mental, donner le punch à ceux qui en ont besoin. Et c'est pourquoi aussi ceux qui sont de tous les mois, chacun vise toujours le son. Parce que moi, c'est comme ça que j'avance. D'accord. Donc, pour ceux qui nous suivent, nous sommes avec Abou Koné. Il est auteur de 4 livres. Il est consultant en développement personnel. Il est chef d'entreprise. Alors, nous avons parlé de votre entreprise, de la motivation, d'où vient la motivation et tout. Alors, on va passer au volet littéraire. Vous avez écrit 4 livres, dont un audio. Ça. Alors, nous avons les 3 livres avec nous. Le premier, c'est celui-ci, Au nom de l'héritage, de Abou Koné. C'est un roman. On reviendra là-dessus certainement. Voilà, sûrement. Et le deuxième, c'est ce que l'école n'enseigne pas. Voilà le deuxième. Et le troisième, il est temps que ton étoile brille. Ça suffit. Ça suffit. Là, il est sorti récemment, en 2017. C'est le dernier. Alors, tous ces livres sont des livres de motivation, il y a des histoires. Le premier, c'est un roman. C'est un roman, mais vraiment rempli de conseils et de motivation aussi. Voilà, c'est un roman où il y a vraiment beaucoup de conseils. Voyez-vous? Je pense on va parler du contenu du roman. Oui, le contenu, c'est les personnages principaux. Vous avez Siaka et Mohamed. Siaka et Mohamed qui sont issus d'une famille modeste, dont le père est Sidiki et la mère Anseta. Voilà, Sidiki a le petit frère Sidiki a son petit frère qui s'appelle Bamoro. Et Bamoro, c'est quelqu'un qui jalousait beaucoup Sidiki, son frère. Donc il va entreprendre des démarches mystiques, c'est-à-dire voir un sorcier béninois qui va faire des choses, qui va tuer Sidiki. Voilà, dans la ville de San Pedro. Et quand c'est lui qui décède, il vient, il s'accapare des héritages. Voilà, et il met Anziata et ses enfants à la rue. Donc ça veut dire qu'ils sont censés se retrouver dans la rue, le reste c'est pas son bureau. C'était une maison qui appartenait à son grand frère. Et selon la tradition, quand le frère n'est pas là, c'est le petit frère qui n'est pas là. Donc il vient, il met les enfants dehors. Et il ne va pas se contenter de cela parce qu'il va encore entreprendre des démarches mystiques pour tuer Anziata, la mère des 2 enfants, dans un accident très mortel. Oui, à San Pedro. Donc, les enfants seront livrés à eux-mêmes. Et après le décès de leurs parents,
les deux parents, ils viendront vers le oncle pour dire bon, maman et papa ne sont plus, donc on aimerait au moins vivre avec toi parce que tu es notre seul espoir. D'accord. Et il va les mettre à la rue. Je pense que l'histoire est intéressante. On ne va pas donner la fin de l'histoire. Bon, d'accord. Ceux qui voudront terminer l'histoire, voilà, vous irez vous passer à la FNAC. Oui. Pour avoir oui, le Librairie de France. La Librairie de France. La Librairie de France. D'accord. Et ce roman parle un peu des difficultés que rencontrent les enfants après le décès des parents. Oui. Les parents qui ne prévoient pas le décès. Parce que, voyez-vous, on va entrer un peu dans le monde spirituel. La vie d'un homme ne l'appartient pas. C'est Dieu qui décide de tout. On nous dit toujours que lorsque je me couche aujourd'hui, je n'ai aucune certitude que je vais me réveiller demain matin. Maintenant, mettez-vous dans la peau de deux parents que des enfants âgés respectivement de 5 à 15 ans, même de 5 à 14 ans, qui vivent dans une grosse villa. Voyez-vous? Et ces enfants, vous n'avez rien préparé. Vous n'avez pas préparé, vous n'avez rien. Vous vivez au jour le jour. Donc quand vous n'êtes pas là, si vous réveillez demain que Dieu a arrêté la vie, ces deux enfants ils deviennent comme. Plusieurs aujourd'hui sont dans la rue à cause de ces conditions. J'ai échangé personnellement avec des enfants de la rue qui m'ont raconté un peu ce genre d'histoire. Quand vous n'êtes pas là, les enfants deviennent comme. Vous avez des enfants qui fréquentent des écoles de luxe, mais rien ne vous donne la certitude que si Dieu vous enlève aujourd'hui, ils continueront d'aller à l'école. Voyez-vous? Donc on a plusieurs enfants aujourd'hui qui sont dans les marchés. J'ai fait San Pedro. À San Pedro, j'ai vu même un là-bas, ce qu'on appelle qui pousse, les pousses à San Pedro. Vous voyez, il y a plusieurs aujourd'hui qui sont issus des familles. Papa et maman ont été enlevés brusquement. Donc leur vie a basculé. Donc quand vous avez des enfants, posez-vous la question de savoir si aujourd'hui ma vie bascule. Ces enfants deviennent quoi? Et ça vous amène à prendre certaines résolutions. Donc c'est pourquoi j'ai regardé. Tant qu'on est vivant, il faudrait préparer le futur, l'avenir des enfants. C'est très important. Et ça indexe aussi les oncles, les tantes. Oui, les oncles qui s'accaparent. Oui. De manière illégale de la richesse, de leur aider. Parce que c'est ce que Bamako a fait. Oui, c'est fréquent. En Afrique, c'est vraiment. C'est très fréquent. Ça se passe comme ça toujours. Et là, sur la première de couverture. C'est Bamako qu'on a. Oui, parce que le livre aussi enseigne le pardon. Quand vous allez lire, vous allez voir que l'aîné, c'est-à-dire, comment on appelle ça, Mohamed, il est beaucoup sage. Malgré tout ce que leur homme faisait, lui dans sa tête, il se disait toujours on doit le pardonner. Si jamais on réussit un jour, on doit faire fi de tout ce qu'il a fait. Donc, à cause de cet esprit de pardon, Dieu les a poussés pour qu'ils réussissent vraiment. Donc, vous voyez, donc c'est pour dire que le pardon, vraiment, ça rapporte. Donc, ce livre vraiment enseigne vraiment le pardon aussi. D'accord. Alors, on va parler du troisième livre, du moins du quatrième, celui qui a été sorti récemment. Okay. Voilà. Il est temps que ton étoile brille, ça suffit. Oui. Donc là, vous donnez des conseils, vous motivez? Oui, des conseils, vraiment des conseils, ce que j'appelle des conseils chauds. Des conseils tout chauds. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans un environnement où certaines personnes ont été détruites par l'enfance, l'environnement familial, l'environnement amical, l'environnement même scolaire. Combien parmi nous aujourd'hui ont arrêté d'avoir confiance en eux parce que leur professeur leur a dit toi tu ne réussiras jamais. Ou bien il fait ce devoir, tu as eu 4 sur 20, toi tu n'iras jamais loin. Donc comme ça la personne a perdu confiance. Combien parmi nous aujourd'hui ont été des enfants qui ont été comparés aux enfants du voisin, ou bien qui ont été des enfants qui ont été comparés avec leur soeur aînée ou bien leur petit frère. Voyez-vous, je connais aujourd'hui une fille même, voilà, à qui on disait chaque fois, toi, ta petite soeur, elle sera plus que toi, elle va tout se dépasser. Donc, une fille comme ça, quand elle grandit, qu'elle devient une femme, elle manque de confiance en elle. Si sa petite soeur, si ta petite soeur peut atteindre un niveau supérieur et elle un niveau inférieur, donc ce n'est pas des gens autour d'elle qui pourront atteindre en tout cas un niveau inférieur. Nos amis, elle va toujours se rabaisser en fait. Donc, ce livre est venu dire à ce genre de personnes, ça suffit. Si tu es dans un environnement qui ne te permet pas d'évoluer, coupe avec cet environnement, prends la décision d'évoluer. D'accord? Je suis avec des gens toxiques, que j'appelle toxiques, parce que c'est des gens toxiques, c'est des gens, chaque fois que tu entreprends des choses qui vont te faire évoluer, ils viennent te juger, ils viennent te rabaisser. Ouais? J'ai une amie une fois qui voulait se présenter au concours Miss Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ses amis lui ont dit? Mais là, ta forme, mais là, comment tu es grosse? Non, mais tu écoutes, on ne prend pas les filles comme ça. Elle est venue me voir et dit non. Ce qu'elles disent, ça c'est tout comme ça. Présente-toi. On s'en fout. Tu te présentes. Donc ce livre est venu vraiment réveiller quelque chose
dans tout être humain. Tous ceux qui ont perdu espoir, tous ceux qui ne sont plus motivés, tous ceux qui sont dans des environnements toxiques, qui sont entourés des super juges. Parce que vous connaissez les super juges. Quoi que tu fasses, ils ont quelque chose à dire. C'est toujours quelque chose et de négatif. Ce livre est venu leur dire, ce livre est venu dire à ce genre de personnes, ça suffit. Prends ta vie en main, réussis. Tu n'es pas venu être spectateur sur cette terre. Tu n'es pas venu pour applaudir les autres seulement, non. Tu as applaudi les autres, mais il faut que toi aussi on t'applaudisse. C'est ça ce livre est venu dire en fait. Ce livre est venu dire que chaque être humain doit prendre la responsabilité de réussir pour sa communauté, pour son pays, pour l'humanité. Chaque être humain doit contribuer à l'évolution de l'humanité. Hein? Parfois une situation, parfois on n'a pas les moyens. Voilà, on est en Afrique, on voit qu'est-ce que vous avez les moyens? Papa n'a pas d'argent, maman n'a pas d'argent. Ce sont des excuses. Voilà, et du coup on se dit, bon, on le dit, hein, enfant de riche, c'est riche. Ça, c'est dans le vocabulaire ivoirien. Enfant de riche, c'est riche. Enfant de pauvre, c'est pauvre. Enfant de boss, c'est boss. Voilà. Donc, si tes parents sont aisés, ont des moyens, c'est sûr que toi, voilà, ta vie sera, ton avenir sera assuré. Mon papa, il est planteur. Il ne sait pas lire A. D'accord. C'est-à-dire quoi? Vous le plantez A, il ne sait même pas que ça, c'est A. Hein? Il vit dans un champ. Ça ne m'a pas empêché d'écrire des livres. Voyez-vous, ce que je dis, la vie, c'est une question de décision. Si vous décidez que vous aussi, vous avez votre mot à dire à ce monde, il n'y a pas d'excuse. Que les parents n'aient pas d'argent, c'est une excuse. Il faut que vous soyez dans la catégorie des personnes qu'on appelle no excuses. Oui, pas d'excuse. Combien d'enfants des pauvres aujourd'hui sont à la tête d'entreprise? Combien d'enfants des pauvres aujourd'hui sont des DG? Combien d'enfants de pauvres aujourd'hui ont donné 4-5 voitures? Combien d'enfants de pauvres ont construit des immeubles, des étages? Combien? Il y en a plusieurs. Donc, quand tu te mets dans un environnement où tu te donnes des excuses de ce genre, tu ne peux pas évoluer. Ce n'est pas possible. Ouais. Même si les parents n'ont pas d'argent, tu peux trouver quelque chose à faire qui va te faire avancer. Hein? Une fois, j'étais allé à une conférence où j'ai rencontré un monsieur qui était professeur à l'université. Le monsieur, vous savez comment il a commencé? Il est issu d'une famille pauvre. Donc après son bac, il était à l'université, il s'est débrouillé, il a fait un peu la maîtrise. Bon, quand il est sorti, il a eu une maîtrise, je ne sais pas, en lettres moderne. Donc ses parents n'avaient pas de moyens qui continuent. Il était obligé de revenir passer le concours de CAFO. C'est débrouillé, il a passé le concours de CAFO. Mais lui, son rêve, c'était d'être professeur à l'université. Mais ses parents n'ont pas de moyens. Qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur est venu, il a passé le concours de CAFO. Ça a marché par la grâce de Dieu. Il s'est retrouvé dans un petit village en train d'enseigner. Après quelques années, il est venu à l'université. Il essayait de voir comment il peut poursuivre un peu. Après, il a passé le concours MS, devenu professeur de lycée. Dieu merci, ça a marché. Le monsieur est devenu professeur de lycée. De là-bas, il a commencé à suivre le cours à l'université ici, petit à petit, avec son salaire. Et après, il est devenu professeur à l'université. Voyez-vous, quand vous êtes sur le parcours, ça vous dit que tout est possible. Le mot impossible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce que c'est pas parce qu'on voit un peu trop grand? Est-ce que c'est pas ce qui nous empêche d'aller jusqu'au bout? Non, le problème c'est l'environnement. L'environnement dans lequel vous êtes, ça coûte beaucoup. Si vous voyez des gens qui ont des petits rêves, quand vous allez déployer votre grand rêve, on vous traitera de rêveur. Moi j'en ai été victime. Après le bac, j'étais avec des amis à qui j'ai dit que moi, je serais écrivain un jour. Il y en a qui m'ont dit, mais écrivain, qui t'a dit quand tu es jeune, tu écris? Non, c'est un truc, c'est prévu. Et puis, l'écriture même, qui t'a dit? L'environnement, vous savez, c'est possible. C'est possible. Dites-vous ça. C'est possible. Et ici, vous avez écrit personne n'est né sous une mauvaise étoile. Personne n'est né pour être un fervent spectateur sur la terre. Chacun est né pour une cause, une mission. Sur les 7 milliards d'habitants que compte la Terre, chaque personne a quelque chose de grand à réaliser. Tout le monde est né pour briller, mais malheureusement, tout le monde n'y travaille pas parce que tout le monde n'en est pas conscient. On a besoin de certaines personnes pour nous booster aussi. Est-ce que si on n'a pas ces personnes-là, c'est-à-dire, oui, tu dois aller chercher ton étoile, tu dois te battre
Et si tu as besoin de quelqu'un à côté, que cette personne-là n'est pas là, comment est-ce que tu fais? Si toi, tu sais que tu veux atteindre quelque chose, c'est à toi de donner les moyens pour les atteindre. Tu sais que tu as un rêve, mais ceux qui sont là, c'est des gens qui ne peuvent pas t'aider. Mais tu perds le temps à faire quoi avec eux? Mais tu te libères, tu avances. Faire une prise de conscience. Oui, mais bien sûr. Je l'ai dit, chaque être humain est réalisé quelque chose de grand. Moi, je dis toujours que le monde, c'est un grand puzzle. Vous connaissez les puzzles, les jeux puzzles. Oui. C'est comme ça le monde, il est fait, en fait. Donc, le monde, c'est un puzzle, mais chaque être humain qui descend sur Terre a une pièce du puzzle global. Donc, les artistes, ils ont des pièces, voyez-vous. Aujourd'hui, quand on dit les artistes chanteurs, ils sont là. Quand on dit les peintres, ils sont là. Quand on dit les footballeurs, ils sont là. Les basketteurs, ils sont là. Mais, et les autres, on les met où? En fait, c'est des questions qu'il faut se poser, en fait. Quand vous posez ces questions, vous allez trouver votre vocation. Ce pourquoi vous êtes sur cette terre-là. Une fois que vous découvrez ça, allez-y. Ça veut dire que c'est de ça, c'est votre puzzle, ça. Contribuer à l'évolution de l'humanité en prenant votre responsabilité, en libérant votre potentiel pour qu'on puisse voir de quoi vous êtes capable. Est-ce que dans un monde où la haute société marginalise les plus faibles, est-ce que vous pensez que les plus faibles peuvent, c'est-à-dire briller leur étoile de... La faiblesse est dans la tête. La faiblesse est dans la tête. Je crois que je suis faible, je crois que je suis dans une classe de prolétaires, pardon. Bon. J'y crois fermement, donc c'est fini, je suis calé dans la tête. On va prendre un exemple simple. Allez-y. Voilà. Je peux passer un concours en Côte d'Ivoire. Et voilà, on me demande, je sais pas, 5 millions ou bien 500 000, j'en ai pas. Là, je suis coincée, je ne peux pas aller, je peux pas passer ce concours, je ne peux pas réussir. C'est ce que je veux faire. Non. En fait, il y a ce qu'on appelle aussi les préjugés, dont il faut savoir se passer. Je suis d'accord que la corruption existe souvent, mais il y a des gens qui ont des concours qui n'ont payé 5 francs. Le problème, c'est ça. En fait, en Afrique, on aime bien ça. Non, le concours, si tu ne connais personne, tu ne peux pas être admis. Donc, les gens, ils prennent ça. Et ça devient une croyance pour eux. Quelque chose dans laquelle ils ont foi. Donc, quand ils vont passer un concours, personne ne veut faire même un petit effort. Non. J'ai dit non, bon, de toute façon, je vais aller voir. S'il dit 5 millions, je fais. Alors que parfois même, il y a des gens qui prennent les 5 millions. Oh, c'est toi-même qui as travaillé par votre concours. Tu as payé les 5 millions bien vrai, mais c'est toi, ça va être à trouver les réponses, tu as mis. So, vous voyez, donc c'est de se libérer de tout ça. C'est d'abord de savoir ce que vous voulez. Battez-vous pour l'avoir, vous allez l'avoir. Impossible n'existe pas. D'accord. Alors, je n'ai pas voulu qu'on passe sur le troisième livre. D'accord. Mais le titre m'interpelle un peu, ce que l'école n'enseigne pas. Vous pensez que l'école ivoirienne n'est pas aussi... non, pas l'école ivoirienne, mais l'école en général. La formation n'est pas bonne? Prenez quelqu'un qui vient de finir son doctorat. Demandez-lui comment il devient riche. Il ne pourra pas vous répondre. En travaillant, ils vont te dire. Non, en travaillant, ça ne veut rien dire. Tout le monde sait comment on devient riche en travaillant. En travaillant, comment on s'organise financièrement? Quelle est l'intelligence financière qu'il faut développer? Comment est-ce qu'il faut apprendre à être intelligent? Quelles sont les stratégies qu'il faut maîtriser ici? Dans la vie d'un être humain financièrement, il y a ce qu'on appelle les actifs, les passifs. Comment s'organiser? Comment avoir plus d'actifs? Il ne pourra pas vous répondre. Quelqu'un qui a un doctorat en anglais, par exemple, qu'est-ce qu'il va vous dire si vous lui posez cette question? L'école ne lui a pas enseigné ça. Demandez à quelqu'un comment rester peut-être motivé, comment avoir de grands rêves. Comment avoir de grands rêves et les atteindre. Quelqu'un qui a un doctorat en chimie, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? Donc il y a des enseignements que l'école ne nous donne pas en fait. Il y a des choses que j'aime pas trop dire parce que vous savez, c'est quelqu'un qui n'a pas une certaine grandeur d'esprit, pas percevoir. Mais l'école, en fait, prépare des robots. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Un griffe. Oui, un griffe. L'école prépare des robots. L'école, tu apprends à être comptable, tu finis par aller travailler. Quelqu'un. On te propose un petit salaire, on te prend, on te pose quelque part. C'est ça. L'école n'enseigne pas. Donc il y a une certaine maturité d'esprit qu'il faut avoir. Il y a un certain état d'esprit que l'école ne vous donnera jamais. Et c'est ça que vous parlez. Voilà, ce sont des enseignements en fait. Ce sont des enseignements. J'apprends d'abord comment avoir des objectifs. Une étude récemment a été réalisée et on nous dit que, vous savez que la Terre compte 7 milliards d'habitants. Et on nous dit que l'étude a montré que 95% de la population mondiale vit sans objectif. C'est alarmant.
Les gens n'ont pas d'objectif. Mais ce sont des choses que l'école ne dit pas. Si l'école disait aujourd'hui que 95% de la population mondiale vit sans objectif, alors fixez-vous des objectifs. On aurait eu des gens qui savent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils vivent comme ça. Hein? Ils naissent, ils grandissent. Tout est hasard, ils meurent, on les oublie. C'est pas normal. Il ne faut pas oublier quelqu'un sur la terre. C'est pas normal. Docteur Martin Luther King Jr., on le connaît pourquoi? Parce qu'il a laissé quelque chose. Mark Gandhi, il a laissé quelque chose. Hein? Félix Gouin, il a laissé quelque chose. Mais si je vous dis Traoré Bakary, ça ne vous dit rien. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un du nom de Traoré Bakary qui a réalisé quelque chose de grand. C'est ça en fait. Donc le but c'est de se faire un nom de... D'apporter quelque chose à l'humanité. Tu ne peux pas venir et partir comme ça. C'est pas possible. Tu ne peux pas venir et ne rien faire. C'est pas possible. Il faut qu'on retienne ton nom dans un domaine. C'est-à-dire quand on prend ce domaine, on dit qu'on cite les pionniers de ce domaine, ton nom apparaît. C'est ça. Comprenez? Dans le domaine du football, j'ai dit Dider, Drogba, on sait. Hein? Je prends les inventeurs, je parle de Thomas Edison, on sait. Voyez un peu. Je prends dans le domaine du journalisme, je parle de Oprah Winfrey, on sait. C'est ça qu'il s'agit. Oprah Winfrey aux États-Unis. Mais comment se fait-il que son nom est parti dans le monde? Quelqu'un qui est aux États-Unis qui fait des émissions, elle n'a jamais fait d'émission comme le monde, la première fois. Parce qu'elle a marqué, parce qu'elle a apporté sa contribution à l'humanité en déployant le potentiel qui est en elle. C'est comme ça que chacun doit réfléchir. Ce qui en toi fait sortir, mais c'est les choses que l'école ne dit pas. Et nous, c'est ça notre rôle. Les Ivoiriens, je pense que les Ivoiriens ont compris maintenant que... Pas vraiment, parce que le développement personnel n'a pas encore atteint un certain haut niveau. C'est quand on fait les conférences qu'il y a certaines personnes qui prennent conscience de certaines choses. Ils disent, ah ouais, mais ça, c'est vraiment... Voilà. C'est des choses dont on a besoin pour évoluer. Les multimilliardaires que vous voyez, c'est ça. Ils ont compris certaines mentalités. Ils ont compris qu'il faut risquer. Hein? Et vous pensez que ça sera utile d'avoir un consultant en développement auprès des établissements, oui, c'est un projet sur lequel on est en train de réfléchir actuellement avec certains amis aussi également qui sont dans le domaine. On est en train de voir comment est-ce qu'on peut. Parce que en fait, les gens ont besoin de ça depuis le bas âge. Quand tu as un certain mental, tu ne peux pas venir rester derrière. On est en train de voir ça. Sinon, ça sera très utile. Parce qu'on va former des gagnants, on va former des gens sur qui le monde pourra compter. On va former des gens qui vont venir vivre comme ça, sans savoir pourquoi ils existent. On est comme ça. Quel est votre objectif en écrivant ces livres-là? C'est vrai, c'est pour changer la mentalité. C'est pour apporter ma contribution à l'évolution de l'humanité. Parce que celui qui me lit changera s'il a besoin de changer. Celui qui me lit sera impacté s'il a besoin d'être impacté. C'est ça le but en fait. C'est pourquoi j'écris. Sinon, c'est des choses, je peux garder à moi. Voilà, je sais, je peux garder à moi, mais je partage. Parce que je veux que tout le monde scintille, je veux que tout le monde brille, je veux que tout le monde soit au sommet, je veux que tout le monde apporte quelque chose à l'humanité. Je veux qu'on applaudisse pour tout le monde. Je ne veux pas qu'il y ait une catégorie de personnes. Je ne veux pas que des personnes restent au bas de l'échelle. Pour ne pas venir dans le monde et rester au bas de l'échelle, c'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. Alors, nous allons vers la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat, travaillent, font mettre le pied pour monter leurs entreprises et tout. On entend parfois c'est difficile, non je peux pas, non, voilà. Quels conseils vous pouvez leur donner? D'abord, je vais leur dire, la première des choses, c'est d'abord de chercher à maîtriser le domaine dans lequel ils se lancent, ou bien de s'associer à quelqu'un qui a une expérience dans le domaine dans lequel ils se lancent, ou bien d'avoir un mentor, quelqu'un qui est expérimenté dans ce domaine, qui pourra les coacher petit à petit. Je pense qu'avec ça, ils seront épargnés de certaines difficultés. Soit si vous vous lancez dans un domaine là, dont vous n'avez aucune connaissance, vous allez rencontrer des tas de difficultés. Et si vous n'êtes pas entouré de personnes qui ont des mentales de gagnants, vous allez laisser tomber. Les gens vont se moquer de vous. D'accord. Et vos projets, en plus d'instaurer le coaching dans les établissements, vous avez d'autres projets? C'est ça? Pour l'instant, non. Pour l'instant, j'écris, mais je suis en train de penser encore à développer d'autres entreprises. D'accord. C'est ça qui est
tout comme projet. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Et voilà, on vous dit merci bien de nous avoir suivis sur Acadie TV. On espère bien vous avoir à l'écoute la prochaine fois. On vous dit bonne semaine. Merci beaucoup. C'est bon?